Alors je vais donner maintenant la parole à Corentin, qui est le plus jeune d'entre nous, ça doit se voir, je pense. Mais... Oui, hein, oui, ça se voit. Donc Corentin, c'est à toi de défendre le domaine qui est le tien. Bonjour à tous, en tout cas. Et je vais prendre la suite de Pascal, voilà, car j'ai coécrit le livre avec elle, Agir pour un monde durable, et je me suis occupé de qu'est-ce qu'on peut faire dans les actions individuelles, vraiment en tant que citoyen, voilà, donc, qui est l'objet de toute la première partie. Alors, quand on parle d'actions un peu au niveau individuel, qu'est-ce qui vient à l'esprit ? Le plus souvent, c'est des choses comme, mettons, recycler, prendre des sacs à bâche, changer les ampoules, trier les déchets, des choses comme ça. Et à un moment, en fait, je me suis un peu posé une question, voilà, j'étais en train de sortir les déchets, et je me suis dit, mais en fait, est-ce que vraiment c'est en train de changer le monde, ça, de juste mettre une grosse poubelle de déchets et la mettre dans un bac jaune plutôt qu'un autre ? Du coup, je me suis posé la question, est-ce que véritablement ça marche, ça, si tout le monde faisait ça, on résoudrait le problème ? Et du coup, j'ai regardé certaines études, voilà, qui ont été faites en Allemagne, aux États-Unis, ici c'est un peu pareil, et qui ont comparé l'empreinte écologique d'une personne lambda et l'empreinte écologique d'un éco-consommateur. Et donc on se dit, l'éco-consommateur, forcément, il est mieux, quoi, il fait des efforts. Et en fait, l'empreinte des deux était à peu près pareille, malgré le fait qu'il y en a un qui vraiment fasse plus d'efforts. Alors on se dit, c'est tout de même étonnant, comment ça se fait ? Et le problème numéro 1, c'est que les actions qui sont suggérées ne sont pas les actions les plus efficaces. Voilà. Si on regarde les tonnes de CO2 évitées, on se retrouve plutôt dans la partie à droite du graphe, donc dans le cercle rouge. Voilà, ça épargne pas beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que c'est les actions efficaces, du coup ? Eh bien, d'après Carbone 4, ces actions sont notamment, déjà acheter d'occasion, globalement, surtout dans le domaine de la mode, qui est très polluant, éviter l'avion au maximum, voilà, sauf si, bien sûr, on n'a pas vraiment le choix. Il y a tout ce qui est mobilité douce, donc le covoiturage, mais également le vélo, en tout cas, si on a la possibilité. Et l'action la plus impactante, de très loin, c'est un régime végétarien. Donc c'est un peu surprenant, et on se demande pourquoi. En fait, l'élevage, c'est la première cause de déforestation dans le monde, parce qu'il y a une large partie de l'Amazonie qui est rasée pour faire pousser du soja, qui ensuite va être nourri aux animaux qu'on mange. Et y compris les bêtes qui sont chez nous dans les prés. Donc après, végétarien c'est peut-être un peu difficile, donc il y a l'option flexitarien également, qui est de manger la viande seulement 1 ou 2 fois par semaine, mais vraiment en faisant très attention d'où est-ce qu'elle vient, s'assurant qu'elle a bien vécu, et en vérifiant vraiment sa provenance. Voilà, les Bauges typiquement. Bref. Du coup, ensuite, le problème numéro 2, c'est que en toutes les actions classiques, recycler, etc., on reste un peu dans le même paradigme, ce qui est de consommer toujours plus. Voilà, donc recycler, c'est on continue à faire plus de déchets, mais c'est un peu mieux parce que voilà, on les réutilise un peu. Et en fait, ça fait que la question qu'on se pose, la façon dont on dessine actuellement le futur, c'est comment est-ce qu'on continue à produire toujours plus des choses, mais en un petit peu mieux. Et si on prend l'exemple des pailles, voilà, donc les pailles en plastique ont été interdites, très bien, mais du coup c'est vrai que maintenant on fait toujours plus de pailles en aluminium, en carton, en blé dur, en tout ce qu'on veut. Et en fait personne ne s'est posé la question de à quoi ça sert fondamentalement une paille. Est-ce que ça rend heureux des gens de, je sais pas, est-ce qu'on peut pas boire sans paille ? Je sais pas, c'est peut-être un peu excessif. Bref. Et du coup, je pense plutôt que comment on devrait dessiner le futur, c'est plutôt se demander de quoi on a vraiment besoin, en fait, véritablement. Voilà, parce que toute la dynamique de continuer à produire toujours plus, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir toujours le faire. Voilà, c'est pas très efficace. Et face à l'ampleur des problèmes, voilà, à un moment, on tape des limites environnementales, on tape des limites de ressources, on ne va pas pouvoir continuer à consommer toujours plus. Et du coup, je me suis posé un peu la question qui est, si on ne peut pas continuer à consommer toujours plus, comment est-ce qu'on arrive à être heureux sans avoir ça ? Et pour résumer un peu, actuellement on a plus de biens matériels, des meilleures technologies, des voyages, des abonnements Netflix, des livraisons Amazon Prime. On va pas se mentir, on a beaucoup plus de confort qu'avant. Voilà, personnellement, j'ai jamais été obligé d'aller marcher des heures dans la neige pour aller à l'école comme ma grand-mère a pu le faire, que je salue d'ailleurs. Et du coup, voilà, tout ça c'est effectivement très pratique, mais je me suis demandé, est-ce qu'il y a d'autres moyens de bien vivre dans un monde dont les ressources sont limitées ? Et alors il y a un
texte que j'apprécie beaucoup de Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens, et il nous dit, imaginez vous rencontriez votre arrière-arrière-arrière-grand-mère, donc dans les années 1700-1800, et vous lui racontez votre vie actuelle, avec des anesthésiants, des vaccins, de l'eau courante, des frigos pleins, et elle aurait probablement dit, mais c'est incroyable, vous vivez vraiment au paradis, vous devez vous lever tous les matins avec le cœur léger, et vraiment être plein de gratitude, et c'est pas vraiment ce qu'on fait en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait être au paradis par rapport à ce que tous les autres gens de l'histoire de l'humanité pourraient s'imaginer, mais on n'a pas vraiment l'impression d'y être. Et en fait, il y a les sociologues qui ont étudié un peu la question, et ils se sont rendus compte que le bonheur, il dépend moins des attentes, des conditions de vie objectives, mais il dépend beaucoup plus de nos propres attentes. Sauf qu'en fait, dès qu'on améliore nos conditions de vie objectives, voilà, on a plus de voitures, des meilleures technologies, etc., en fait, nos attentes, elles augmentent aussi. Ce qui fait qu'au final, on est aussi insatisfait qu'avant. Voilà. Mais le message important, là, c'est qu'il y a moyen d'être bien plus satisfait des choses qu'on a déjà. Et voilà. Alors, et en fait, donc d'après Socrate, le secret du bonheur n'est pas trouvé dans la recherche du plus, mais en développant la capacité de jouir de moins. Voilà. Et comme dans le futur, on aura moins, c'est quand même très pratique. Donc ça, voilà, c'est vraiment le message de toutes les grandes spiritualités, c'est vraiment le message des anciens. Et le souci, c'est que c'est facile à dire en fait. Il suffit pas de dire ça et paf, ça y est, notre vie est transformée. Il faut vraiment une technique pour pouvoir réussir à faire ça et vraiment des méthodes pratiques. Donc je suis beaucoup posé cette question, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour atteindre ça. Alors j'ai trouvé 3 pistes principales. Donc il y en a une déjà qui est de changer un peu son rapport à soi. Prendre du recul vraiment sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est, sur la façon dont on pense qu'on va atteindre le bonheur. J'ai trouvé la méditation était très utile là-dedans, c'est sans doute une technique très adaptée par rapport à ça. Il y a le fait de changer son rapport aux choses, donc la sobriété matérielle, vraiment apprendre à apprécier ce qu'on a déjà, satisfaire du nécessaire, et changer le rapport aux autres que je vais décrire plus tard. Par rapport au premier point, je vais juste décrire un petit peu rapidement la méditation parce que c'est un point qui paraît être un peu flou. Donc imaginons que vous êtes face à un magnifique paysage, voilà, et moi j'aurais été face à ce magnifique paysage il y a 10 ans, je me serais dit « Oh, c'est très beau ». Et 5 minutes plus tard, mon esprit, il aurait été comme ça, en train de penser à plein de trucs, « Oh, qu'est-ce que je mange ce soir voilà, le long de retour ça va être long, il y a machin qui m'a mal parlé », bref, vraiment dans plein d'endroits et pas sur le moment présent. En fait, la méditation, ce que ça permet, c'est de sélectionner, de se rendre compte, de prendre du recul et de dire, en fait, il y a telle chose, ça ne me rend pas nécessairement heureux. Donc tout ce qui est, genre, le fait de désirer quelque chose qui est dans le futur, ça ne me sert à rien pour le présent, en fait. Donc du coup, ok, il y a ces pensées, hop, j'arrive à m'en détacher. Et le fait de ressasser le passé, pareil, j'ai pas de prise sur le passé, ok, très bien, je lâche prise. Il y a le fait de générer de l'anxiété sur plein de choses, ok, mais je peux pas gérer ces situations actuellement, donc ok, très bien, voilà, je mets de côté ces pensées, à la fin il reste juste la chose qui véritablement m'apporte des trucs, en fait c'est joli, je devrais apprécier le moment. Et ça, alors, ça peut être utile dans vraiment plein de contextes différents, y compris même dans une file d'attente de la poste. Voilà, parce qu'il y a toujours vraiment quelque chose, un peu de positif à retenir. Voilà, mais bon, ça demande plus d'entraînement, on va pas se mentir. Bref, du coup, voilà, sur les 3 pistes principales, la méditation, du coup, j'ai trouvé que ça aidait énormément à changer son rapport vraiment à soi, ses attentes et aux autres, donc partir plus dans une sobriété. Et pour le rapport aux autres, je vais juste détailler quelques pistes avant de finir. Donc déjà, il y a le bénévolat, qui est extrêmement gratifiant. Vraiment, on apprécie d'aider les autres. Donc d'après le World Business Report, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Il y a le fait de rediriger potentiellement sa carrière vers quelque chose qui a de l'impact, parce qu'on passe 80 000 heures de notre vie à travailler, donc si ça a contribué à la société, il y a un gros potentiel. Et il y a un autre potentiel qui est celui des dons, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui vraiment font un travail excellent, qui cherchent à lutter contre la malaria, à sauver les animaux, à vraiment lutter contre le réchauffement climatique, et qui ont besoin de soutien. Et l'impact du don, il peut être vraiment gigantesque. Donc là, ce graphique, c'est les tonnes de CO2 évitées pour certaines actions. Et tout ce qu'on voit à peu près au milieu, qu'on voit à peine, c'est la plupart des éco-gestes. Et la grosse colonne à droite, c'est un don conséquent à des associations vraiment triées sur le volet particulièrement efficaces. Donc on voit qu'il y a quand même un gros potentiel si on arrive à bien choisir. Il y en a même certains qui recommandent de donner une portion de ces revenus à des associations. Voilà, donc
Donc évidemment, il y a beaucoup d'autres actions qui sont possibles, hein, je n'ai pas pu tout détailler. Si vous êtes intéressé pour une liste plus grande, il y a Ma Petite Planète, hein, qui découvre vraiment des dizaines d'actions et dans un contexte plus enthousiasmant. Voilà, vraiment, c'est plutôt motivant. Mais je vous laisserai regarder. Hein. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça, c'est pas juste des actions en fait dans son coin, et on ignore un peu le collectif. Je trouve que c'est un marchepied vers une action plus collective qui permet de plus changer les choses au niveau politique ou au niveau plus de sa localité. Voilà, donc c'est vraiment votre exemple qui change le monde, plutôt que vos opinions. Enfin, et je pense que c'est c'est quelque chose qui m'a été utile personnellement. Voilà, donc merci pour votre attention. Donc je suis passé très très vite sur énormément de sujets, mais tout est décrit dans le livre Agir pour un monde durable. Et si ça intéresse certaines personnes, je peux envoyer par mail la liste des ressources si certains trouvent ça utile. Voilà, merci. Puisque tu parlais de comment être heureux, hein, c'était ça la question. Alors, sans déflorer peut-être un sujet qui sera abordé tout à l'heure, il y a un pays au moins où ils ont cherché à en parler, et non seulement en parler, mais ils ont mis en application un certain nombre de règles. C'est au Bhoutan, où ils ont créé la notion d'indice de bonheur brut, et c'est absolument incroyable quand même. Je ne sais pas si nous serions capables tout à l'heure, lorsque le débat aura lieu, de formuler un certain nombre de propositions pour être tous ensemble un peu plus heureux. Sinon, je vous recommanderais de lire rapidement l'œuvre de Spinoza, l'Éthique, qui vous permettra d'atteindre la béatitude.